Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, on va explorer un peu comment la psychologie peut affiner l'art de la vente. Mhm. On laisse de côté les méthodes, disons, classiques, pour regarder des techniques plus subtiles. Oui, plus en finesse, exactement. Voilà. Et pour illustrer ça, prenons un cas concret. Vendre des pralines sur une plage, par exemple, une plage bondée. Ah oui, l'exemple classique. L'approche habituelle, c'est souvent le chouchou, un peu à la criée, hein. Bah oui, On espère que ça morde. C'est une question de volume, finalement. c'est ça, une question statistique pure, mais on peut sans doute faire mieux. Justement, comment on optimise ça? Effectivement, plutôt que de juste jouer sur le nombre, on peut utiliser certains leviers psychologiques. Comme quoi, par exemple? Ben, certains ont essayé de juste donner une praline, gratuitement. Ça joue sur la réciprocité, tu vois. Enfin, on voit cette tendance à vouloir rendre l'appareil. Ah oui, le don contre don! C'est ça. Mais il manque un élément clé là-dedans. L'engagement initial. Le fait que la personne choisisse de dire oui une première fois. D'accord, d'où des approches un peu plus structurées. Exactement. Comme celle, on pourrait l'appeler l'escalade de l'engagement. Ou des petits oui. D'accord, les petits oui. Et ça commence comment, concrètement, sur la plage avec les pralines? Alors, imagine. Le vendeur, il aborde quelqu'un et propose juste de goûter. Envie d'une praline? Simple. Ok. Ça n'engage à rien. Si la personne accepte, eh bien c'est un premier micro-engagement, totalement libre. Hmm. Et ensuite, il essaye de vendre direct? Ah, non, justement. C'est là l'astuce. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Oui. Il va proposer à d'autres personnes juste à côté. Pendant ce temps, la première personne, elle mange sa praline tranquillement. Ah, d'accord. Elle voit bien qu'on ne lui saute pas dessus pour vendre tout de suite. Pas de pression. Je vois. On crée un espace de liberté, en fait. C'est malin. C'est crucial, cette absence de pression immédiate. Et après, cet espace? Le vendeur revient vers la première personne. Il demande simplement « Alors, c'était bon ?» Logique. C'est un nouvel engagement potentiel, toujours libre. Si la réponse est oui, Deuxième oui. exactement. La personne a dit oui 2 fois, librement, et là, proposer l'achat. Ça passe mieux. Psychologiquement, oui. La résistance est plus faible, parce qu'il y a eu ces 2 accords préalables, volontaires. C'est fascinant comme le fait de séquencer et de laisser le choix à chaque étape change toute la dynamique. Tout à fait, On est loin du forcing là. c'est clair. Et on peut même combiner ça avec d'autres leviers. Ah oui. Sur la tarification, par exemple. Au lieu d'un prix simple, une offre du type le paquet est à 5 euros, mais regardez, le deuxième est à 1 euro seulement. Ah oui, le coup du presque cadeau pour le deuxième. Voilà. Même si beaucoup de gens refusent, cette approche peut augmenter le taux de conversion global par rapport à un prix fixe standard. Bien sûr, tout ça, ça demande du doigté, j'imagine. Ah ouais. On n'utilise pas toutes les techniques n'importe comment. Tenter le coup des petits oui dans un magasin où tout le monde est pressé, C'est pas l'idéal. ça risque d'être compliqué. Et comme on disait, toucher quelqu'un en maillot sur la plage, Très mauvaise idée, ça. très mauvaise idée. Donc choisir, combiner, adapter au contexte. C'est ça la clé. Absolument. L'adaptation est reine. Et bien sûr, toute cette efficacité, ça soulève inévitablement des questions. Oui, l'éthique, on est où là? C'est de la manipulation? C'est la grande question, effectivement. Et c'est important d'y réfléchir. Il y a plusieurs points de vue, en fait. Mhm. D'un côté, on pourrait dire que rejeter toutes ces techniques, c'est un peu nier le libre arbitre du client. Le voir comme une victime passive? Un peu, oui. Les gens restent quand même libres de dire non à chaque étape. D'accord. Et dans l'autre côté, si on compare avec la vente classique, parfois, Oui. est-ce que c'est pas moins honnête de survendre un produit, de cacher ses défauts, voire de mentir carrément, plutôt que d'utiliser des leviers psychologiques connus et assez transparents finalement? Vu comme ça, la distinction importante, ce serait peut-être l'intention derrière. Je pense que c'est ça le cœur du sujet. Est-ce qu'on utilise ces outils pour aider le client à trouver quelque chose qui lui convient vraiment, à son bénéfice? Oui, Ou est-ce que c'est pour lui refourguer un truc inadapté ou trop cher, exploiter une vulnérabilité? exactement. La différence est là. Entre persuasion et manipulation abusive, disons. Donc ce n'est pas une méthode miracle, hein, ces techniques psychologiques. Non, pas du tout. C'est une boîte à outils, à utiliser intelligemment et de manière responsable. Une boîte à outils pour mieux comprendre l'autre, en fait. C'est ça. La psychologie sociale appliquée à la vente, ça mise sur la compréhension du client plus que sur l'argumentation pure et dure. Et le succès vient d'où alors De la créativité dans l'application, des tests, sur le terrain, de l'ajustement constant. Il n'y a pas une recette unique,
Chacun doit construire sa propre approche, en fait. En tout cas, comprendre ces mécanismes, ça nous rend sans doute plus attentifs, non? Mhm. À la manière dont on essaye, parfois très subtilement, d'influencer nos choix au quotidien. Bien au-delà de la vente, d'ailleurs, hein. Tout à fait. C'est une bonne réflexion pour finir. Une pensée à méditer, oui. Et pour celles et ceux qui voudraient explorer plus loin ces stratégies ou renforcer les compétences commerciales de leurs équipes, Mhm. n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. On peut le trouver sur LinkedIn. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis.